Autrefois, une magnifique princesse vivait en Phénicie. Son nom était Europe. Lorsqu'il la vit pour la première fois, Jupiter, roi de l'Olympe, l'approcha en secret. Europe, qui cueillait des fleurs sur le rivage de la Méditerranée avec d'autres jeunes filles, vit un taureau d'un blanc immaculé venir à sa rencontre. Bien entendu, elle ignorait qu'il s'agissait de Jupiter. La bête avait l'air très calme, mais lorsque la jeune fille monta sur son dos, il s'enfonça dans la mer. Jupiter devint ainsi le ravisseur d'Europe. Et c'est en référence à ce mythe que le nom d'Europe fut attribué à une lune satellite de la planète Jupiter. D'après la légende, Europe était aussi belle que la lune. Agénor, le père d'Europe, envoya alors ses fils à la recherche de sa fille et leur ordonna de la lui ramener. Ils se nommaient Cadmos, Phénix et Cilix. Ainsi, ces trois valeureux guerriers entreprirent un interminable voyage afin de ramener Europe dérobée par un dieu. Qui aurait cru que ce mythe allait inspirer un jour un auteur japonais qui allait donner vie à un manga de science-fiction? All those moments will be lost in time, like tears in rain. Moon Lost est un manga en 2 tomes qui nous est proposé par les éditions Black Box. Comme vous pouvez l'imaginer avec le titre et avec la couverture, il va s'agir ici d'un récit de science-fiction. Un jour, alors que tout allait bien dans le meilleur des mondes, ou presque, les télescopes, astronomes et autres satellites détectent l'arrivée imminente d'un astéroïde dont la trajectoire coïncide avec celle de la Terre. Il n'y a aucun doute possible, cette collision va être catastrophique au point d'anéantir la vie sur la planète bleue. Pris de court et le dos au mur, les scientifiques vont mettre au point un plan frisant la folie qui consiste à utiliser la gravité pour dévier la trajectoire de cet astéroïde à défaut de pouvoir le détruire en toute sécurité. Et comme vous pouvez vous en douter, avec le titre du manga, ce stratagème va échouer et il constitue l'élément déclencheur de l'intrigue. En effet, des erreurs de calcul vont résulter en la destruction totale de la Lune. On se retrouve donc avec une Terre sans satellite. Je vous laisse imaginer les catastrophes écologiques qui vont en découler. À partir de là, on va voir les répercussions de ce cataclysme sur la Terre, mais aussi et surtout, on va suivre la mise en place d'une expédition spatiale qui va tenter de trouver une solution à ce désastre. Un manga de science-fiction donc, où l'accent est indéniablement mis sur le mot science. Ici, pas de guerre interespèces ou de conquête galactique, mais un scénario catastrophe qui malheureusement est tout sauf inconcevable ou farfelu et qui renvoie bien à notre quotidien, même si nous n'y pensons pas forcément. Plus de 90% des astéroïdes et comètes qui sont relativement proches de la Terre et qui sont d'une taille supérieure à 1 km ont déjà été détectés. Si l'un d'eux était sur une trajectoire de collision avec la Terre, nous le saurions des décennies, voire des siècles à l'avance. Mais cela n'a pas toujours été le cas. En 1983, une comète d'un diamètre de 9 km nommée Iras-Araki-Alcock n'a été repérée que 2 semaines avant d'atteindre son point de passage le plus proche avec la Terre. Bien que les choses se soient considérablement améliorées depuis 1983, l'espace reste incroyablement vaste. En 2019, un astéroïde appelé 2019 OK, capable de raser une ville, a seulement été détecté la veille de son passage et il se trouvait alors 5 fois plus près de la Terre que de la Lune. Ainsi, si une collision capable de déclencher une extinction est peu probable, elle n'est pas impossible. Par exemple, il existe une classe d'objets connue sous le nom de damocloïdes. Ceux-ci sont caractérisés par leurs orbites très excentriques, ce qui signifie qu'ils nous rendent périodiquement visite et sont extrêmement difficiles à détecter. Nous en suivons actuellement environ 200
mais il pourrait y en avoir des centaines d'autres qui se baladent dans le système solaire. Les Damocloïdes ont en moyenne un rayon de 8 km. Si l'un d'entre eux était sur une trajectoire de collision avec la Terre, il pourrait alors n'y avoir aucun avertissement. En parcourant les pages, on entendra parler d'énergie noire, de matière noire, de gravité, de brane, de théorie des cordes et autres micro-trous noirs. Grâce à toutes ces notions et ces idées bien ancrées dans notre réalité, l'auteur renforce un sentiment de véracité. Il faut noter cependant un possible aspect négatif de ce parti pris, à savoir une quantité non négligeable de textes illustrant tous ces concepts scientifiques, souvent obscurs pour le profane. D'un côté, ça apporte de la crédibilité à l'ensemble, mais en même temps, ça peut alourdir les dialogues et les rendre paradoxalement peu plausibles. Par exemple, ça arrive plus d'une fois qu'un personnage se lance dans une explication très précise d'un concept scientifique en plein milieu d'un moment très tendu où les minutes sont comptées. Un élément qui me paraît intéressant dans ce manga, c'est que malgré seulement 2 tomes, l'auteur arrive à lancer plusieurs thèmes, divers et variés, et même parfois inattendus. Il va mettre par exemple en lumière les rivalités politiques entre les différentes nations qui n'arrivent pas à s'entendre même dans le cadre d'une telle catastrophe. Il abordera également la question de la valeur de la vie humaine à l'échelle globale. Qu'est-ce que l'espèce humaine serait prête à faire pour assurer sa survie? S'il y a une limite morale à ne pas franchir, quelle est-elle? Et si l'humanité devait mettre en danger l'existence d'une autre forme de vie tout entière pour assurer sa propre survie, que devrait-elle faire? Science-fiction donc, mais qui touche à des questions notamment morales ou encore écologiques, et qui donc pourraient intéresser des lecteurs qui ne sont pas forcément friands de ce genre. Sur le plan visuel, on a ici un style de dessin que je qualifierais de réaliste, particulièrement en ce qui concerne les décors, que ce soit les bâtiments, tout comme les éléments purement naturels. Villes, villages, monuments et bâtiments en tout genre, espaces, planètes, lunes, on frise souvent le photoréalisme. C'est extrêmement soigné, c'est très propre et d'une lisibilité qu'on ne prendra pas en défaut. On voyagera aussi beaucoup avec notamment de nombreuses représentations de lieux célèbres et très reconnaissables. Grèce, France, États-Unis, Canada et j'en passe. Une originalité ici visible, c'est celle de l'utilisation d'un effet de flou par moment. L'auteur y a recours pour représenter le mouvement, la vitesse. Il le fait par exemple lorsqu'il s'agit de nous montrer un astéroïde se déplaçant dans l'espace. Et c'est bien vu quand on y pense, puisqu'il serait autrement difficile de nous donner l'impression qu'un objet inerte et sans moyen de propulsion est en train de se déplacer à grande vitesse dans le vide spatial. En ce qui concerne le découpage et les cases, l'auteur nous propose quelque chose de plutôt dynamique, avec des cases aux formes variées, qui arborent souvent des bordures en diagonale, ou encore qui se superposent à d'autres cases. Cela rend l'ensemble très énergique, nerveux, avec une impression de course contre la montre, élément clé, bien sûr, de l'intrigue. Comme si l'auteur, emporté par l'urgence de ses propres personnages, n'avait pas le temps de correctement et symétriquement disposer ses cases sur le papier. Toujours sur la question des arrière-plans et des décors, l'auteur est assez impressionnant lorsqu'il s'agit de dépeindre l'espace et tout ce qui y réside. Étonnamment, il arrive à jouer sur la lumière, par exemple en ayant une planète ou un satellite qui va passer devant une étoile pour assombrir un autre corps céleste. Ailleurs, il joue sur des noirs très appuyés et très marqués pour rendre un astéroïde encore plus menaçant ou plonger la Terre dans l'obscurité totale alors que la Lune n'existe plus. Une autre chose intéressante, lorsqu'il dessine des scènes qui se déroulent dans l'espace, l'auteur n'utilise pas, ou alors très peu, d'onomatopée, alors qu'il va en utiliser de manière attendue dans les scènes qui ne se déroulent pas dans l'espace. En plus d'être respectueux de la science, c'est évidemment adroit pour dépeindre le silence éternel de ces espaces infinis qui nous effraient. En quelques mots, je dirais que Moon Lost est une œuvre tout à fait honorable et qui remplit bien son contrat sans être exempt de quelques excès de zèle. On pourra y deviner ici ou là des références, des clins d'œil ou tout simplement des influences inconscientes comme celle, la plus évidente pour moi, la série télé Cosmos 1999 qui imaginait dans les années 70 que la Terre avait perdu sa Lune. L'auteur a incontestablement fait son travail de recherche
concernant les éléments scientifiques ici présents, il nous propose une idée simple et efficace pour de la science-fiction adulte à tonalité post-apocalyptique. Avant de clore cette vidéo, je dois malheureusement relever un problème avec mon édition de ce manga, en tout cas celle du tome 1. Je n'ai peut-être pas eu de chance, mais je dois dire que je suis déçu par le travail de Black Box, qui pourtant m'avait habitué à des livres de qualité. En ce qui concerne le premier tome, les pages ont tout simplement été trop coupées, et donc il arrive plus d'une fois que le texte qui se trouve soit à la toute droite ou à la toute gauche des pages soit incomplet. Il manque des lettres, les mots sont coupés. Je trouve que c'est un peu fort de Roquefort que des tirages ratés comme ça soient quand même vendus et qu'il semble du coup qu'il y ait un manque de contrôle de la qualité du produit fini. Je tenais à le dire parce que je trouve que ça ne devrait plus arriver de nos jours. Ce genre de choses ne devrait pas arriver jusque dans les mains des lecteurs. Voilà, sur ce, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Au Rayon Manga. Restez curieux, bye bye tout le monde.